l'expiration. Plusieurs fois. Et on peut sortir de la méditation tout doucement. N'hésitez pas à bouger un peu. Il y en a qui se sont endormis? Personne? Il y en a qui se sont réveillés? Ça, c'est la méditation silencieuse, méditation zen. Après, il y a de moins en moins d'outils, de moins en moins d'objets de méditation. La méditation se vit d'elle-même. La méditation se tourne et se retourne en elle-même. Le regard devient intérieur et extérieur en même temps. Vous avez des choses à partager sur ce que vous venez de faire? N'hésitez pas, on est entre nous. La caméra, ça reste anonyme. Vous étiez plutôt dispersé, plutôt attentif. Est-ce que l'attention est un peu mieux qu'au départ, que dimanche ou lundi? Est-ce que vous dormez? Est-ce que vous êtes plus embêté avec le corps ou le mental? Ou les deux? Plus avec le corps? Le corps? Le corps? Le corps? Le corps? Corps. Mental? Mental, on va avoir 50-50 à peu près, de toute façon en général. Donc le corps, c'est par la pratique. Le mental, c'est un peu plus délicat. Il faut le voir à l'action, il faut le regarder. Donc là aussi, il y a différentes méthodes. Par exemple, à la fin de l'expiration, vous pouvez observer la prochaine pensée, ça c'est une méthode. À la fin de l'expiration, vous observez, vous pouvez le faire maintenant. À la fin de l'expiration, vous observez la prochaine pensée. Donc ça, c'est qu'on commence à s'intéresser à ce qui se passe là-haut. Apparemment là-haut. Donc il y a ce qu'on appelle le corps mental, ce qu'on appelle l'esprit aussi. Ça dépend du pays. Donc en fait, quand vous commencez à faire introspection, il y a 4 segments. J'avais parlé du 4 quarts sur une vidéo. Les 4 quarts du mental. D'abord, vous avez une partie, ça c'est l'intellect, c'est-à-dire tout ce que vous avez appris depuis la naissance. Tout ce que vous allez intellectualiser dans la journée, dans la vie de tous les jours, avec les gens, avec les personnes, peut-être même avec vous-même. Ensuite, la deuxième portion, ça c'est l'identité. Ça c'est aussi lié au mental. Et ensuite, dans l'identité, vous avez encore différentes choses.
L'identité est formée aussi par différentes choses. Dans la troisième partie, la troisième part du 4 quarts, ça c'est la mémoire. Donc il y a la mémoire là-haut, mais il y a aussi la mémoire partout dans le corps. La mémoire ancestrale aussi, ça c'est inscrit partout. Mais ça fait partie aussi du mental, la mémoire. Donc on peut scientifiquement dire qu'à l'intérieur il y a un endroit où c'est logé, etc. Donc l'intellect, l'identité, la mémoire, ça c'est les trois, avec la création du mental et des pensées. Ensuite la quatrième partie, elle est un peu plus subtile. Ça c'est ce qu'on appelle la conscience ou la pure conscience. Vous avez les deux facettes, la conscience ou la pure conscience. Conscient d'être, conscient d'exister. Et il y a aussi ce version, un peu comme une pièce de monnaie, c'est la même chose mais il y a deux facettes, où là c'est la pure conscience. C'est-à-dire ce n'est plus lié avec l'identité, etc. Lié au corps, lié à l'histoire. Un peu comme le jeu, hein. Quand on fait l'investigation du jeu, il y a une facette qui est liée au rêve, mais il y a aussi une facette qui est liée à la conscience et à la pure conscience. Donc ça c'est dans l'investigation. Donc en fait c'est ça, on analyse toujours dans le laboratoire, dans le silence, on commence à analyser les pensées. Donc c'est surtout l'intellect un peu, mais parce qu'il y a toujours le savoir, les connaissances, il y a une petite voix qui se met en route. Hein, peut-être qui est en train d'analyser votre méditation, de dire c'est bien ou c'est pas bien ou je devrais faire autre chose. Et puis l'intellect et l'identité, c'est lié ensemble. L'un ne peut exister sans l'autre. Et en fait, plus vous allez approfondir chaque morceau du 4 quarts, et plus vous allez rentrer, et en fait vous allez manger au fur et à mesure. Il n'y a plus rien. Parce qu'au niveau de l'intellect, en fait, c'est un ensemble de choses. C'est toujours un ensemble de choses. Pareil pour l'identité, c'est un ensemble de choses. Pour l'identité, il y a une création, un point de départ, un point de fin. Il y a une carte d'identité, il y a une histoire. Donc tout ça, ça forme une identité. Il y a un âge, il y a un temps, il y a un vécu, il y a une personnalité, il y a un caractère. Donc tout ça, ça va aussi créer des pensées. Pendant les 30 minutes de méditation silencieuse, vous avez... chaque personne a des pensées différentes, liées à son identité, à son savoir, à son passé, à son histoire, à ses parents, à son éducation. Et donc tout ça, des pensées arrivent. Donc il peut y avoir des pensées qui arrivent par rapport à ce que je suis en train de dire, mais peut-être chacun a une interprétation, un savoir différent, ou une interprétation différente, ou une approche différente. Donc ça, c'est souvent lié à l'identité. On dit c'est moi qui pense. Je pense donc je suis, mais c'est plutôt l'inverse. Je suis et après il y a pensée. Parce qu'avant de penser, il y a je suis. Parce que sinon, vous ne pouvez pas être conscient de vos pensées. Si je pense, donc je... Parce que être dans un état sans pensée, vous êtes. Donc vous pouvez observer la pensée et l'absence de pensée. Donc c'est je suis en train de penser ou je suis sans penser. Mais c'est toujours je suis en premier. Et même quand vous êtes arrivé au monde, vous n'avez même pas dit je suis. Vous avez crié. Et après, il y a la conscience d'être. Conscience d'être, on commence à regarder la main. Conscience d'être. On regarde là. Je suis un garçon, je suis une fille. On ne le sait même pas encore. On touche, on regarde.
Hein? Quand vous voyez un bébé, c'est comme il se découvre à chaque instant. Il est en train de regarder. Et progressivement, il apprend son prénom. Papa, maman, son prénom. Et après, il souffle les bougies, il ne sait pas trop pourquoi. Hein? On dit maintenant, tu as 1 an, mais il ne sait pas trop. Il est content, il y a gâteau, il y a la fête, tout, mais il ne sait pas trop. Et donc, les différentes parties du 4 quarts, ça crée l'ego aussi. Donc, en fait, quand vous analysez chaque partie, vous voyez que chaque partie n'est pas une seule chose, c'est un ensemble de choses. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est logique ou c'est pas logique? C'est clair ou c'est pas clair? Mais souvent on n'analyse pas trop. Donc là c'est vraiment analysé par vous-même, sans passer par des bouquins scientifiques. C'est vraiment analysé à travers vous. Mais l'analyse se fait dans le silence. Il ne faut pas analyser, être dans la méditation et commencer à prendre des notes. Hein? Pas comme ça que ça fonctionne, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne cherche pas à comprendre les choses de façon intellect, sinon on va renforcer la part de l'intellect. On ne cherche pas non plus à avoir une identité meilleure ou stable, sinon on va renforcer l'identité et l'ego. Donc on ne renforce aucune de ces parts. On cherche juste à voir ce qui est, comme l'introspection du jeu. Donc l'esprit ou le mental, on commence, mais c'est quoi en fait? Hein? C'est quoi qui est toujours en train de trotter à l'intérieur? Parce que 99% des gens, ils aimeraient bien qu'à un moment donné, ça s'arrête de trotter. Hein? On aimerait bien dire à un moment donné, ah, mais être sans penser. Hein? Être... parce qu'il y a des situations et des machins, et des fois ça revient, on n'a pas envie que ça revienne, et le mental, pour X raisons, vous faites la vaisselle, il vous ramène 10 ans en arrière sur un événement. Hein? Donc la mémoire, ça a une part importante aussi, hein, avec l'ego, la construction. Donc tout ça, c'est une densité énergétique. Mais il y a un ensemble de choses qui font que cette densité et cette illusion devient réelle. Semble réelle en tout cas, vraiment réelle. Et quand vous commencez à disséquer, vous vous rendez compte que le 4 quarts, en fait, c'est un peu de farine, un peu de beurre, un peu d'œuf. Il y a quoi encore? Il y a 4? Du sucre, voilà. Hein? Normal, je mange quasiment pas de gâteau, c'est pour ça. Hein? Après, vous commencez à disséquer, vous dites, ah, mais en fait, mon identité, en fait, c'est un peu de farine, un peu de sucre, un peu d'œuf, etc. Alors vous commencez à analyser la farine et vous faites, ah, mais la farine, en fait, c'est un peu de blé, c'est ceci. Après, vous analysez l'œuf, mais vous dites, ah, mais l'œuf, il y a du jaune, il y a du blanc, il y a la coquille, il y a ceci. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est surtout ne pas rejeter l'identité, parce que ça serait comme enlever un morceau du 4 quarts, après ça va pas, vous enlevez un ingrédient. Ça ne veut pas dire qu'on doit brûler la carte d'identité, mais voir vraiment ce qu'il en est. Donc bien sûr, ça sert. Encore une fois, c'est pas refuser ce qui fait partie du rêve, mais c'est le voir en tant que tel. Par exemple, être conscient maintenant, on est conscient, on peut dire je suis ici, mais quand vous explorez ça, vous allez voir que progressivement, le ici n'est pas valable non plus. Donc vous allez toujours revenir à je suis, mais même le ici n'est pas valable. Parce que le ici sera valable dans notre croyance par rapport à notre intellect, par rapport à notre savoir, par rapport à notre mémoire, par rapport à nos connaissances. Et donc on va dire je suis ici, mais par rapport
à quelque chose qui se met en route automatiquement. C'est une machine merveilleuse, le cerveau. Mais si vous allez un peu plus près, avant même que l'action se mette en route, là vous avez la vision directe, ce qu'on appelle la vision pénétrante. Vous voyez le film qui est en train de démarrer, le ici. On va dire je suis dans la salle, je suis à Cabourg, etc., etc. Je suis dans une salle, je fais la méditation. Mais en fait, dans ce qui est là, réellement, il n'y a pas de ici. C'est subtil. Donc on ne cherche pas à ignorer la salle, Cabourg, la méditation, mais on cherche à voir qu'est-ce qui est réellement là. Donc là, c'est pas trop gênant de dire je suis ici, mais ce qui est embêtant, c'est après, ce qui peut vous embêter, c'est de croire aux autres choses, de tout ce qu'il y a derrière le je suis. Donc c'est intéressant d'analyser tout ce qui se passe là-haut, comment tout ça, ça se fait, et où vous êtes dans tout ça. Et vous allez voir que dans l'introspection, de plus en plus subtile, en fait c'est vous-même que vous êtes en train de voir, dans cette introspection, vous allez trouver de moins en moins de réponses. C'est pas un endroit où on dit ça y est, ça j'ai compris, je rajoute, ça j'ai compris, je rajoute. C'est pour ça que la dernière fois je disais la méditation c'est une suite d'échecs. C'est-à-dire que là où vous allez introspecter, progressivement vous allez voir qu'il n'y a pas de réponse tangible. Si vraiment vous êtes sincère, c'est pas me croire, surtout pas, mais c'est vraiment dans votre propre expérience de voir si c'est tangible, les réponses qui sont données. Par exemple, si vous dites j'ai bien une identité, dans ce cas-là, il faut voir si c'est tangible. Il faut demander là-haut qui vous donne les preuves. Et donc, il va vous donner des preuves en se servant de la mémoire, de ce qu'on vous a dit, de vos connaissances, de votre histoire. Et donc, vous regardez chaque preuve et vous disséquez. Puis maintenant, ça c'est être, je suis. Il n'y a pas besoin de la mémoire. Je suis. Vous voyez ? Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un spécialement. Je suis. Mais souvent, ce jeu est attaché progressivement. Si vous prenez un nouveau-né, après, voilà, je suis un garçon. Après, il se rend compte qu'il y a un garçon. Après, je suis, par exemple, Bruno ou Martine ou machin. Je suis français. Après, on va commencer à rajouter des choses. Donc tout ça, c'est ok. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est voir les choses telles qu'elles sont. Et plus vous allez dans l'introspection, et à un moment donné, vous vous rendez compte que c'est comme il n'y a que le vide, tout ce que vous essayez d'attraper. Donc c'est pour ça, à un moment donné, il y a comme un tremblement, il y a comme des peurs arrivent. Il y a comme une résistance. Parce que là, vous allez au centre même de toutes les pensées égotiques, vous allez au centre même du jeu du mental. C'est comme d'un seul coup, vous mettez le doigt dessus. Et à ce moment-là, il y a comme une sorte de peur, il y a des résistances, c'est normal. Il va y avoir des résistances. Il va y avoir des choses qui vont essayer de résister à travers ça. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut revenir là-dessus. Et s'il y a des résistances, voir d'où viennent les résistances. Est-ce qu'elles vous appartiennent? Est-ce que c'est une réaction qui arrive d'un ensemble de choses? Des sécurités qui sont bien... Mais c'est ces mêmes sécurités qui créent une sorte de limitation à nous-mêmes, qui créent une sorte de peur. Toutes les guerres viennent d'une peur. Et au fur et à mesure qu'on avance, est-ce que justement les sécurités elles lâchent? Parce que pour l'instant c'est ça, c'est le problème des sécurités, de la peur, on est rattrapé, si tu arrives de moins en moins à prouver la personne, les sécurités sautent. Parce qu'il n'y a pas besoin de sécurité. Si tu ne trouves pas de personne, si tu ne trouves pas l'identité, automatiquement tout ce qui est attaché à l'identité saute. Toum, toum. Mais il va y avoir des résistances. Il va y avoir à l'intérieur une voix qui dira « Si, tu es bien ça. Tu es bien ceci, tu es bien cela. » Donc c'est à vous de voir « Ok. » Et regardez, observez. Mais il n'y en a pas beaucoup qui vont le faire.
Parce qu'on a peur. Donc c'est à travers cette même peur, la peur c'est une forme d'énergie, c'est à travers cette peur aussi qu'on peut sublimer cette énergie pour aller encore plus loin. Qu'on peut aller... Il faut être curieux. Il faut être curieux et en même temps il faut qu'il y ait ce feu intérieur. C'est pour ça que souvent c'est vraiment dans la dualité, quand il y a vraiment une dualité importante dans le corps ou une grande tristesse ou des épreuves importantes, qu'il peut y avoir vraiment cette envie de voir vraiment ce qu'il y en est. Et de dire mais comment ça se fait qu'il y a de la souffrance ou dans la tristesse ou qu'il se passe tant de choses dans le monde. Et puis à un moment donné, mais pourtant il y a une telle perfection dans cette nature, dans les couchers de soleil, dans le corps humain, c'est une machine incroyable. Aucun scientifique ne peut recréer ça. Hein? Et il y a une telle magie, hein? Une telle magie. Chaque parfum chaque fleur a son parfum. Hein? Chaque animal a son système de défense, son système de reproduction. Il y a une magie incroyable. Et pourtant, dans le monde de l'être humain, il y a comme une sorte de grand délire. Hein. Parce qu'il y a comme l'être humain, il y a comme le mental et l'intellect qui a pris le pouvoir et qui dit « je suis là-haut, c'est moi, j'existe ». Vous existez là-bas, moi j'existe ici. Je suis ceci, vous êtes cela. Et là, ça crée les séparations, les différences, les frontières, etc. Donc, trouver qui vous êtes, c'est trouver ce qui est maintenant partout, à travers chacun, à travers chaque chose, à travers chaque rayon de lumière, à travers tout, à travers chaque émotion. On dit oh non, toi je te connais pas, lui je le connais, mais toi je te connais pas. Mais tout ça, ça concerne les personnes. Et puis ça concerne aussi vos conditionnements, votre façon de penser, votre caractère, votre ceci, votre cela. Donc effectuez un peu la surface des choses et voyez ce qui se cache derrière. Parce qu'il suffit souvent juste d'un petit nuage pour cacher le soleil. On dit, c'est pas possible, je peux pas être... cet état d'amour est aussi vaste, plus vaste que l'univers. Parce qu'on a l'impression que voilà, c'est trop loin de moi, là où Bruno veut me faire aller, c'est trop difficile, c'est trop ésotérique, c'est trop spirituel, je suis pas du tout là-dedans. Et pourtant vous êtes à un cheveu, il y a juste comme un petit nuage. Donc pour ébranler un peu l'ego, il y a différentes choses. Dans les quatre vérités dans le bouddhisme, on ne va pas tout réciter le bouddhisme parce que c'est pas non plus des enseignements vraiment, mais c'est une façon de voir les choses, c'est encore une fois par l'introspection. Tout ça, ça a été fait par l'introspection. Donc la première noble vérité, ils disent que tout est souffrance. Mais déjà dans le monde moderne, ça on ne veut pas en entendre parler. On dit tout est souffrance, nous on veut profiter, mais c'est comme il y a un refus, mais la vie nous le rappelle souvent. Et la vieillesse le rappelle aussi. Donc ça c'est la première chose. On peut dire le contraire, hein. On peut dire non, tout n'est pas souffrance. Bien sûr, il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses pour être bien, pour être heureux, mais ce sera quand même souffrance, parce que ces choses sont éphémères et dépendent d'autres choses, qui eux-mêmes dépendent d'autres choses et d'autres choses. Par exemple, si vous voulez que le corps soit toujours stable, ce n'est pas possible. À un moment donné, il y a souffrance. On a tous connu la maladie, on a tous connu la douleur. Il y en a, ils ont des gros problèmes, hein, il y a souffrance. On a tous connu des problèmes peut-être plus au niveau émotionnel, ça c'est aussi des souffrances. Mais ça passe, on passe sur autre chose, etc. Mais il y a des souffrances plus importantes qui sont latentes, qui arrivent. Et puis forcément, comme on est attaché à une sorte d'identité de corps avec un temps défini, on sait que forcément à un moment donné il y a souffrance, il y a la séparation.
Donc ça, c'est la première cause. Voir déjà qu'il y a souffrance. C'est pas être négatif, c'est pas dire oh, tout est souffrance, mais c'est voir pourquoi et s'il y a un moyen de sortir de ça. Moyen de sortir de ce cycle. Donc après, dans le bouddhisme, la deuxième noble vérité, c'est que trouver la cause de la souffrance. Et la cause de la souffrance, c'est l'attachement et les désirs. Mais ça non plus, ça ne plaît pas à la personne qu'on dise ça. Et ça ne plaît pas au monde moderne, encore moins au marketing. Mais encore une fois, parce qu'on va le ramener aux petites choses de plaisir et de désir. C'est pas ça qui est. C'est l'attachement et les désirs qui sont enfouis à l'intérieur de nous, qu'on ne peut pas faire autrement que d'être attaché à ça. Donc ça, c'est vraiment l'attachement. Si attachement, il y a souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre tout seul comme un ermite, qu'il ne faut pas avoir d'amis, etc. Parce que le mental va tout de suite vous lancer ça. Je vais dire ça, je sais déjà le mental comment il agit. Il va tout de suite vous dire ouais, mais moi je veux vivre comme ça, etc. C'est pas ça, c'est beaucoup plus subtil que ça. Vous pouvez être en couple, vous pouvez avoir 10 enfants, vous pouvez avoir 3 femmes, 6 maris. Mais c'est-à-dire il faut être libre à l'intérieur de vous. Vous comprenez? Et là il y a un amour, mais pas un amour égotique, un besoin de ne pas être tout seul, un besoin de combler sa solitude, un besoin de partager absolument quelque chose. C'est un amour qui est libre. Donc ça c'est la deuxième cause. Mais ça c'est à vous de voir si c'est vrai ou pas. L'attachement et les désirs. Parce qu'après on va imaginer que si on n'a pas de désir, la vie est morose. Mais ça c'est votre mental qui va lancer ça, il va se protéger. Mais c'est complètement l'inverse. C'est complètement l'opposé. Parce qu'encore une fois, les désirs et les attachements dépendent de choses extérieures. Vous avez besoin. S'il y a un désir, c'est soit sur une personne, soit sur quelque chose d'extérieur. Mais ce quelque chose d'extérieur fait aussi partie de l'impermanence des choses. Ça, c'est aussi une vérité. Tout est en interdépendance et tout est impermanent. Donc forcément, là on est dans une semaine, on est un peu comme des vacances, on profite et tout. Donc forcément, quand on dit des choses comme ça casse un peu le truc. Mais il faut pas le penser dans ce sens-là. C'est vraiment à l'intérieur de soi, il faut chercher à l'intérieur de soi. C'est pas se débarrasser à l'extérieur, c'est voir à l'intérieur. Parce que si vous dites je dois être sans désir, je me sépare de tout le monde, j'arrête tous mes loisirs, je reste seul dans la maison, ça c'est terrible, ça ne marche pas. Là vous vous retrouvez avec une personne dans la solitude et en détresse. C'est voir de l'intérieur où ça émerge, comment ça émerge et pourquoi ça émerge. Et vous allez voir, vous allez être surpris de la réponse. Parce que ça rejoint encore l'ego, et on rejoint encore les différentes parts, l'identité, etc., etc. Et quand vous commencez à chercher là-dedans, mais où est-ce que je suis là-dedans? Et plus vous cherchez, moins vous trouvez, et c'est comme l'ego progressivement perd de sa puissance, perd de son attrait, parce qu'il y a autre chose. Donc ensuite, pour que l'ego ait moins de puissance, il faut aussi travailler un peu l'altruisme et travailler aussi la compassion. Ça, c'est les grandes forces dans le bouddhisme, dans le taoïsme aussi. Donc la compassion, on fera demain un peu sur la compassion, on travaillera un peu sur la compassion. La compassion, c'est vraiment un outil incroyable qui permet de se mettre un peu en recul. C'est-à-dire avoir de la compassion, c'est à un moment donné, l'ego perd un peu de sa puissance. Parce que l'ego, c'est toujours un peu ramené vers lui, un peu vers soi. Donc quand vous avez de la compassion pour des personnes, on commence par des amis, après des ennemis, après tous les êtres. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, l'ego perd de sa puissance. Par exemple, vous prenez des gens comme l'abbé Pierre ou comme la sœur, comment elle s'appelle,
Hein? Emmanuel? C'est pas un film ça? Non. Ah, C'est pas la même. Sœur Teresa, ouais. Mère Teresa. Vous voyez? En fait, ça c'est... bon, je vous dis pas d'être Mère Teresa, mais vous voyez, ces personnes-là, en fait, ils ont passé leur vie à donner aux gens, et en fait, ils ont une vie très épanouie, très heureuse à l'intérieur d'eux. Hein, pourtant, ils ont vu la souffrance tous les jours, mais il y a une force qui... Là, l'ego, il n'a plus d'emprise, parce qu'on passe son temps vers les autres. Donc la compassion, ça c'est vraiment un outil incroyable. Il faut vraiment voir, on va méditer un peu demain sur les différentes choses sur la compassion. Il y a aussi un mantra sur la compassion. Et vous allez voir que dans la compassion, c'est comme il y a moins de... Par exemple, si vous désirez des choses ou des ceci, et après vous voyez plutôt dans la compassion quelqu'un à côté, vous allez voir que vos désirs seront un peu moindres. Ou si vous vous plaignez toujours sur vous-même et que vous mettez de la compassion sur autrui, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Et ça perd un peu de consistance sur vos propres problèmes, vos propres façons de penser. Donc ça, c'est des moyens d'apaiser et de calmer cette identité. Parce que l'identité et l'ego, c'est toujours très égotique, toujours vers soi. Même si on ne s'en rend pas compte, hein, mais c'est toujours un peu pour soi en fait. C'est normal aussi, ça fait partie du jeu de la vie. Hein. Mais ici, ça va, on est tous des gens à peu près... ouverts, respectueux, mais vous vous rendrez compte que si vous investiguez un peu sur vous-même, vous allez voir qu'on n'est pas si clair que ça, qu'on n'est pas si net que ça. Sincèrement. Vous allez voir qu'on a tous des petites choses quand même qu'on fait vraiment pour soi et on ne veut pas que la personne d'à côté ce soit pareil par exemple. On est tous logés aussi à la même enseigne. Et puis le monde moderne nous incite aussi à être un peu... On est dans un monde très individualiste parce qu'il y a de plus en plus de peur, de conditionnement et il faut avoir, il faut posséder. Et dans cette peur aussi, c'est comme chacun se protège. Donc ça crée aussi un peu une sécurité sur la peur de l'extérieur. Et donc tout ça, ça empêche aussi un peu la compassion. Hein? C'est chacun, je vais pas trop me mêler de ça, ou je vais pas trop, ou j'ai assez, il se passe déjà assez de choses pour moi, etc., etc. Donc ça, c'est les moyens de rendre, encore une fois, c'est les nuages. Tout ça, c'est des nuages. Il faut les affaiblir en les regardant, les affaiblir en introspectant, les affaiblir en ne validant pas tout ce qui est en train d'être remonté en information. Ne validez pas. On dit tournez cette fois la langue dans la bouche avant de parler. Quand une pensée arrive, examinez-la avant de la valider en disant c'est vrai. Parce que souvent, ça va très vite. Hein. Une réaction, tac tac, on dit ah oui mais moi, et ça c'est déjà une sorte de conditionnement de ceci. Parce que la personne d'à côté vous dira exactement l'inverse peut-être. Ou moi j'ai raison et la personne d'en face vous dira mais moi j'ai raison. Non, moi j'ai raison. Non, moi j'ai raison. Qui a raison? Donc voilà, donc profitez d'être dans cette vie pour investiguer. C'est la plus belle découverte, c'est vraiment les plus belles découvertes que vous pouvez faire. C'est pas des découvertes où vous allez de pire en pire dire oh là là je ne suis rien, je trouve rien et ceci et cela. C'est au contraire des découvertes qui vont s'ouvrir. C'est vraiment des choses qui vont tomber et ces choses qui tombent en fait sont très légères. Il n'y a pas vraiment de choses réelles telles qu'on le pense et telles qu'on le croit. Et simplement en examinant, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien à attraper. Que ce soit une émotion, que ce soit une histoire, que ce soit un passé, que ce soit un problème physique, un problème émotionnel, tout est sujet à l'investigation. Je dirais même que plus le problème est important, plus la situation est importante ou elle semble très et plus cette énergie, vous pouvez l'exploiter pour aller plus loin. Plus l'énergie est puissante, et plus vous pouvez rentrer à l'intérieur et l'ouvrir. Encore une fois, c'est comme Bouddha installé partout.
douleur.